Nous voici de retour à la fois sur l'antenne de CNews et d'Europe 1 pour nos auditeurs avec Xavier Hofer, Bernard Cohen-Haddad, Jean-Claude Dacier et Thomas Bonnet autour de moi ce soir. Avant de revenir à ce déplacement de Gérald Darmanin sur le terrain en tant que ministre de la Justice, le tout premier en ce jour de Noël, il est en ce moment en train de faire route vers l'Oise où il se rendra dans un lieu de détention avec des agents pénitentiaires pour notamment effectuer une ronde. J'aimerais qu'on parle du sort de Mayotte. On n'oublie pas évidemment Mayotte qui est soumise depuis une semaine maintenant à un couvre-feu. On va aussi parler des questions de sécurité qui s'ajoutent aux difficultés du quotidien. Et on va voir que c'est une mesure qui est difficile à appliquer au moment où des milliers de sinistrés dorment dehors. Le commentaire est signé Karine Bouteloup. Dans les rues sombres de Mayotte, ceux qui s'attardent dans les rues après 22 heures sont aussitôt rappelés à l'ordre par les gendarmes. Déjà 22h10, voilà, vous prenez le chien, vous rentrez à la maison. Et si vous voyez des jeunes armés, machettes, pierres, couteaux, vous appelez 17, vous signalez. Dans les décombres des habitats précaires, fauchés par le cyclone, les gendarmes patrouillent à la lueur de leurs lampes torches à la recherche d'éventuels pilleurs. On craint que ça peut vite changer, surtout à Mayotte ici, ça peut vite dégénérer. La population, une jeune population, elle peut vite monter les tours et puis commencer à reprendre le caillassage, agression sur les voies publiques. Donc oui, on craint ça, mais on continue de travailler. On continue de garder l'esprit. On a le couvre-feu installé. En vigueur depuis une semaine, le couvre-feu reste difficile à vivre pour certains habitants, dont beaucoup ont vu leur maison détruite. Et ça me semble un peu difficile, très difficile en fait. Vu qu'il n'y a pas d'électricité, on s'ennuie. C'est pour ça qu'on est là jusqu'à cette heure-ci. Avec près de 1300 militaires envoyés en renfort pour aider et protéger l'archipel, Mayotte est le département le plus pauvre de France, mais aussi l'un des plus quadrillés par les forces de l'ordre. Thomas Bonnet, il y a un petit phénomène depuis quelques jours. Beaucoup de Mahorais veulent quitter l'île. Il y a ces fonctionnaires, ils sont nombreux, qui demandent à être réaffectés en métropole ou qui viennent de métropole et qui veulent retrouver leur famille. Évidemment, ça ne va pas aider l'île à se relever. L'aéroport est surchargé. Il y a un air d'exode un petit peu qui flotte comme ça. Alors qu'on aurait presque pu espérer l'inverse, c'est-à-dire l'arrivée. Alors il y en a qui sont arrivés, des fonctionnaires... notamment des forces de sécurité intérieure à Mayotte depuis le passage du cyclone. Là, le départ il est très compliqué. Et ce que j'entendais aussi, c'est que le logement... Enfin, les fonctionnaires qui arrivent à Mayotte pour venir en aide aux habitants, il faut aussi les loger, il faut les nourrir, il faut leur donner accès à l'eau. C'est compliqué, même ça, c'est compliqué. Donc là, on est vraiment dans une situation plus que catastrophique pour l'île de Mayotte. Politiquement, c'est là aussi un dossier très compliqué. François Bayrou passe complètement à côté de ce sujet depuis qu'il est arrivé à Matignon. Manuel Valls va devoir s'en emparer. Il vient tout juste d'être nommé. Donc la réponse politique va aussi être très compliquée à donner. Et pourtant, elle est urgente, cette réponse. La reconstruction, mais déjà venir en aide aux habitants. On a reçu à l'instant un point de situation à Mayotte de la part du ministère de l'Intérieur. On apprend par exemple que tous les habitants ont pu recevoir au moins une fois un approvisionnement en eau potable. On en est là, c'est vraiment le b.a.-ba. C'est de la communication, ça, quand même. La communication, ceux qui sont comme les sur place. 90% de communes raccordées. Et en fait, quand on sonde les habitants, ou même les élus, on se souvient de cette sénatrice qui nous disait, c'est tout à fait déconnecté de la réalité. Et l'hôpital de campagne, dont on nous disait qu'il avait été installé et qu'il était prêt à l'emploi, finalement, c'était pas du tout le cas. Régine Delfour, notre envoyée spéciale sur place, bien sûr, vous avez très bien montré que finalement, non, les gens ne pouvaient pas encore accéder à cet hôpital. Donc il y a effectivement la communication, il y a ce qui se passe dans la réalité. On est vraiment là au b.a.-ba. Quand on parle d'accès à l'eau potable, une fois au moins, c'est vraiment le strict minimum. Vous pouvez vous enorgueillir d'avoir livré une bouteille d'eau à la population quand ça s'appelle mais c'est pas simple. Non, mais on en est là, quand même. Oui, non, mais c'est pas simple. Franchement, on est à la fois dans la phase, je dirais presque, si je voulais être... la phase est la plus simple aujourd'hui, même si elle est très compliquée. Qu'est-ce qui nous attend? La solution politique dont tu parlais à un instant, qu'est-ce qu'on fait des bidonvilles? Qu'est-ce qu'on fait des 100 ou 25 ou 130 000 illégaux sur le territoire? On en fait quoi? On leur donne la nationalité, on les aide à reconstruire une baraque. Ça a été... Non, mais je veux dire, c'est une situation explosive et je ne vois pas de solution en dépit du grand talent, sans doute,
de Manuel Valls. Au jour d'aujourd'hui, je crois que tous les efforts possibles, imaginables, sont en cours. Livraison d'eau, livraison de nourriture. Mais on laisse les illégaux. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors, on les laisse sans leur mettre une tôle sur le toit. On les laisse courir dans la nature sans avoir... Ça n'a pas de sens. Il y a une solution politique. En même temps, renvoyer 100 000 ou 125 000, on ne sait même pas quel est le chiffre, illégaux sur le territoire de Mayotte, les renvoyer aux Comores, je ne sais pas comment on va faire. Merci Jean-Claude Dacier. Avant de parler de la solution politique, on va l'écouter, parce que vous l'avez évoqué par 2 fois, Manuel Valls. Écoutons-le. Évidemment, nous pensons aux victimes, aux morts et aux blessés, nombreux. C'est l'urgence et c'est notre priorité. Tout le gouvernement est engagé depuis plusieurs jours pour répondre à la détresse que vivent ceux et celles qui ont subi la violence de ce cyclone. Et je n'ignore rien et nous n'ignorons rien de la colère, de la peur, du sentiment d'abandon, en tout cas de l'angoisse de nos compatriotes mahorais. Manuel Valls, dont François Bayrou disait avant-hier soir qu'il avait un petit côté kamikaze et que c'était aussi cela qui l'avait fait se tourner vers lui. Mais pour revenir au sérieux, vous pourrez bien sûr évoquer le cas de Manuel Valls, Thomas Bonnet. Gérald Darmanin, lorsqu'il était à Beauvau et qu'il a pris quand même à bras-le-corps ce problème mahorais, n'en déplaise à Xavier Hofer, mais je sais que vous n'êtes pas trop de la team Darmanin. Il a parlé de la remise en cause du droit du sol. Ça, c'est une manière de traiter l'urgence de cette immigration submersive. Et puis, le problème aussi, le frein à tout cela, c'est que les relations avec les Comores sont exécrables. Oui. Donc ça simplifie pas le retour des ressortissants comoriens. Alors même que la France donne des millions chaque année dans le cadre de l'aide au développement aux Comores. Il y avait aussi un sujet, et c'était assez intéressant, Gérald Darmanin, quand il était ministre de l'Intérieur, qu'il avait mené ses opérations Wonbouchou, il faut savoir que l'une des magistrates de Mayotte était clairement opposée à cette opération. Elle avait même essayé de la miner de l'intérieur. Donc il y avait une entrave. Elle faisait partie, cette magistrate, du syndicat de la magistrature. Je crois même qu'elle en était la vice-présidente à l'époque. Donc forcément, si vous menez des opérations et que vous avez face à vous une opposition interne via les magistrats politiques, parce qu'on se rappelle par exemple que la France Insoumise s'y était opposée, ça complique la tâche. C'est pour ça que quand François Bayrou parle de Manuel Valls avec le terme de kamikaze, je pense que le mot est tristement bien choisi parce qu'effectivement, c'est un ministère de crise. Manuel Valls va devoir gérer des situations ultra problématiques. Je ne parle même pas de la Nouvelle-Calédonie, dont je sais évidemment dont vous êtes très au courant de ce qui s'y passe. Il y a là aussi les Antilles. Les Outre-mer sont aujourd'hui un dossier majeur pour le gouvernement. C'est un ministère d'État. Il faut que maintenant que les moyens suivent aussi. Il faudra de l'argent là aussi. On a parlé de la justice tout à l'heure. On avait oublié au passage, en effet, la situation du ministère. Et ça aussi, ça va être un gouffre qu'il va falloir combler. Xavier Hofer, il faut qu'il accepte de se casser les dents, Manuel Valls. Mais non, mes critiques sont positives. Mes critiques ne sont pas politiques. Mes critiques sont de l'ordre de celles qui visent à améliorer la situation. Que M. Darmanin ou quiconque d'autre prenne les choses à bras-le-corps m'enchante. Je voudrais simplement qu'à la fin, elle ne soit pas pire qu'au début, vous voyez. C'est ça qui m'intéresse, premièrement. Deuxièmement, je voudrais, puisque nous sommes ici plusieurs, savoir si je suis le seul à me poser la question suivante. Tout le monde a l'air d'accepter l'idée. J'ai la plus grande considération pour les Mahorais. Je pense qu'ils ont voulu choisir de rester français, donc ça nous oblige. Mais l'idée de considérer que c'est un département comme les autres, comme le Tarn-et-Garonne, est absurde. Vous vous rendez compte qu'en France, on a l'appareil d'État le plus ancien d'Europe. Que sous Philippe le Bel, déjà, il y avait des gens qui grattaient des arrêtés, des décrets, etc. Que la preuve du côté pratiquement éternel de l'État français, l'État-nation français est le plus ancien du monde, à l'exception d'un seul, qui est très spécifique, qui est le Vatican. Voilà. Si vous voulez savoir à quel point on est ancien, vous savez, aujourd'hui, en 2024, où sont installées les cours d'appel de la justice française, là, de M. Darmanin, elles sont installées là où il y avait les villes de marché au Moyen-Âge. C'est pour ça qu'il y a des cours d'appel à Rion, c'est pour ça qu'il y a des cours d'appel à, je ne sais pas, dans des On a gardé trous, cette tradition-là. Voilà. Ouais. Donc, ça a créé dans le peuple français, bien avant la République,
des réflexes, des manières de faire. Je vous dis toute la sympathie du monde pour les Mahorais, ils ne les ont pas. Ils n'ont pas les infrastructures. Les infrastructures qui sont celles de l'État français, il a fallu 7 siècles ou 8 siècles pour les former. Donc, comment voulez-vous... On ne peut pas aller plus vite que la machine, c'est ça que vous Mais dites. Xavier, qui a décidé de faire de Mayotte un département français? C'est pas moi. Qui? Nicolas Non, mais tu Sarkozy. dois savoir qui. Oui. Nicolas Sarkozy. Jacques Chirac. Ben oui, exactement. C'est lui qui l'a fait. Oui, oui, bien sûr. Il l'a mis en œuvre. Mais Et alors, je veux dire, quelle est votre conclusion, Eh Jean-Claude ben, je pense que c'est une sottise incommensurable. voilà. Mais dès lors que, alors, on peut entendre les critiques, mais dès lors que Mayotte est un département français, ce qui est le cas maintenant, Oui, mais- on va pas, Non, mais ce qu'il vous on va dit, pas c'est revenir en que c'est arrière. comme s'il Non, disait, non, Jean-Claude, mais- c'est pas fait en un Oublie, jour. ça, je suis d'accord. J'entends bien, mais c'est- dès lors qu'ils sont départements si on français, décide, allons-y, si on décide donnons les que moyens. la Lune est un département français, il faut le faire. C'est-à-dire qu'il faut mettre des chefs-lieux de canton, il faut mettre des gardes champêtres, il faut mettre tout ce qu'il y a autour. Tout ce qu'il y a autour il faut n'existe installer pas. à voilà, les Mayotte. moyens de Non, mais l'État. c'est pas parce voilà, qu'on est exactement. ultramarin qu'on ne doit pas avoir la sécurité sur son territoire. Il faut quand même le dire. Non, mais On ne doit c'est- pas avoir c'est une un autre administration problème. qui fonctionne, qu'on ne doit pas avoir une vie économique qui fonctionne et qu'on ne doit pas avoir une sécurité pour tous les habitants. Moi, On je ne veux l'a bien, pas je veux fait. bien qu'on soit en dehors de l'Hexagone, fort heureusement. Non, mais- Et ces territoires ont été complètement oubliés depuis des Oui, années mais par les cette politiques poudrière est devenue publiques. poudrière depuis Parce qu'on l'a 10 bien ans. voulu, On a vu, parce qu'on l'a bien voulu et qu'on n'a pas mis les moyens dessus, et que ça a été dit à l'instant par Thomas, il y a un certain nombre d'administratifs qui n'ont pas joué le jeu de la République. C'est bien ça aussi le Non, mais il y a problème. surtout une submersion migratoire aussi. Là, je ne parle pas de la catastrophe à laquelle tout le monde a été soumise, malheureusement. Mais depuis 10 ans, on ça a a vu été quand même révélateur, les Nelly, naissances, les naissances c'est exploser l'un des- dans des cliniques qui ne disposaient pas de maternité. Bien sûr, et suffisante. c'est l'un des problèmes, si ce n'est le problème principal à Mayotte. Lorsque vous dites ça, vous êtes taxé de ce que vous voulez par une partie de la Mais je gauche. pense que le les président de la Mahorais République vivraient mieux, lui-même leur l'a quotidien. constaté lorsqu'il y est allé. Bien sûr. Ça pose aussi la question, et c'est là où effectivement il peut y avoir des interrogations, d'avoir une île qui serait si avancée d'un point de vue social, par exemple, dans un environnement où effectivement le pays voisin, les îles voisines. Ah, l'île seraient fait envie aux Comores, si- c'est sûr. Ah, forcément, ça Bah, donne envie. Et évidemment. même, vous avez une immigration qui vient aussi Bien du sûr. continent africain, de l'Afrique continentale, à Mayotte. Donc, On s'est mis tout seul, on a construit le piège, tout seul. donc, en fait, Voilà. si vous À avez quoi ça si vous êtes sert, si je sais avancé pas trop. socialement, il Enfin, faut bon. forcément réguler l'immigration, sinon vous arrivez à la situation qu'on connaît. Je vous propose d'avancer un petit peu La dans... question, Oui. parce qu'il y a quand même une question fondamentale, on l'a vu aux États-Unis avant le 11 septembre. Avant le 11 septembre 2001, les signaux, les clignotants, tous les clignotants étaient au rouge. Je pense, hélas, que dans leur état d'esprit, les démocraties les plus avancées sont incapables de résoudre un problème avant qu'il y ait eu un drame. Voilà. C'est ça, J'espère que la ça triste va avancer réalité. les choses. 50 fois, le président Bush a été averti, attention, attention, attention. J'ai vécu ça en direct, naturellement, avec des amis. Je peux vous parler jusqu'à demain matin des signaux, mais pas faibles, le patron de la CIA de l'époque, George Tenet, disait, vous savez, le tableau de bord is blinking red. Tout est au rouge, tout est en train de Ils n'ont pas clignoter. voulu voir. Et ils n'ont pas voulu voir. Oh, oui. Ils n'ont pas voulu voir. Les États modernes sont un peu dans l'illusion qu'ils peuvent tout maîtriser, tout contrôler. Non, mais alors, si je vous suis dans votre raisonnement, Xavier Refer, est-ce que ça veut dire que depuis notre Bataclan, on a pris la mesure de la menace terroriste-islamiste et qu'on a réussi à la contrer? Heureusement, Ah oui. on a fait quand même un certain nombre de choses, mais heureusement, les choses vous au dites Moyen-Orient oui, ont changé au point où une telle menace n'est plus directement possible. Qu'un type demain prenne un couteau de cuisine dans la cuisine et a égorgé quelqu'un dans la rue, hélas, c'est possible. Oui. Au niveau de l'Union européenne, c'est très sensible, on ne peut pas donner des détails, mais je pense qu'aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, la réitération de ce qui s'est passé en 2015 en France et en 2016 en Belgique n'est pratiquement plus possible. On ne peut plus aujourd'hui monter une Espérons opération que- comme Ah oui. ça sans utiliser des Enfin, téléphones portables par Après le 13 dizaines. novembre, on a dit on va faire autrement. On a eu le 14 juillet à Nice. Ah oui, c'est à vrai. chaque fois, ça Bon. se déplace. Ce qui est vrai, c'est que l'immigration reste hors de contrôle, en réalité. Elle est hors de contrôle. Ça passe un peu partout. Donc voilà, tant qu'on n'aura pas réglé ce problème-là au niveau français ou au niveau européen, Au niveau européen, on on a plus de s'exposera à connaître un certain nombre de difficultés. Tu as raison, je pense que les flics font un travail formidable, les forces de l'ordre, pardon. Les policiers, ou les ouais. policiers font un Gendarmes. travail Renseignements. formidable et les résultats sont là. Je pense que là, ils ont vraiment mis des capteurs partout et les résultats sont spectaculaires. Mais bon, à un moment ou un autre, on est parfois obligé
de constater qu'il n'y a pas de situation où oh non, c'est tout impeccable, vous inquiétez pas, tout va rouler. C'est impossible. Si on va marquer une petite pause, le temps de retrouver Maureen Vidal pour le rappel des principaux titres du reste de l'actualité. C'est à